dans ce nouveau numéro d'octobre. Comme vous le savez, dans Les femmes et les enfants d'abord, on parle de maternité, d'éducation, d'actualité des parents. Et puis j'aime aussi vous partager mes bons plans consommation, sans oublier bien sûr les essentiels chroniques lecture en fin d'émission pour remplir la bibliothèque de vos enfants d'indispensables pépites à lire le soir ou le week-end. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'actualité avec les dessins animés et les films pour enfants qui sont actuellement un peu à la sauce woke et moderne. On en parlera avec, pour l'occasion, notre tueur en série qui a été transformé en tueur en dessin animé. Et puis, on va parler des vêtements de nos enfants et sur quelle plateforme les acheter et les vendre pour les rois de l'occasion. Et avant toute chose, bien entendu, si le programme vous plaît, cliquez sur le pouce en l'air et laissez-moi un commentaire. Bien sûr, je tâcherai d'y répondre comme toujours. Allez, on démarre. Le wokisme s'invite dans les dessins animés pour enfants, dans les séries pour les enfants, dans tous les contenus qu'on peut proposer aux enfants. On va passer tout ça au peigne fin, mais avant, je vous rappelle que pour votre santé, évitez de consommer trop d'heures d'écran, particulièrement en présence de vos enfants. Ceci n'est pas un message du gouvernement, mais bien de moi, parce que je suis un peu tatillonne sur la question. Et cette semaine, justement, j'ai non pas un tueur en série, mais un tueur en dessin animé avec moi. Il s'agit de Christopher Lann. Christopher, bonjour. Bonjour Floriane. Alors, tu es notre spécialiste, donc tu as déjà parlé hyper régulièrement dans tes épisodes de tueurs en série du wokisme dans les séries ou dans les films qui sortent sur notamment les plateformes, pour les citer, Netflix et Amazon Prime. Plus récemment, on a pu constater que le wokisme s'attaquait à une nouvelle catégorie, à celle des enfants, des contenus culturels pour les enfants. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de tout ça ? Déjà, quand on parle de wokisme, c'est un peu un terme fourre-tout. À la base, c'était un mouvement de lutte contre les inégalités sociales. Et ensuite, c'est devenu une sorte... le terme woke, on parle aussi du woke, de légumes. Donc on met tout dedans. Là, maintenant, c'est la lutte contre les inégalités sociales pour les minorités, donc la diversité ethnique, pour les femmes, qui sont une minorité aux yeux de ces gens-là, visiblement. Donc féministes, ce genre de... Et puis LGBTIQA, maintenant. C'est le A à la fin. Il faut ajouter le A, oui, j'ai appris ça en préparant l'émission. Donc c'est un peu un fourre-tout, et aujourd'hui le terme woke est utilisé surtout péjorativement, parce que personne ne se revendique woke dans le camp progressiste. Auparavant, c'était mais le cas parce aux États-Unis, mais oui. Il y a vraiment une minorité agissante qui essaye de distiller l'idée d'un monde nouveau calqué sur leurs délires idéologiques, une sorte de melting pot avec une égalité parfaite entre les sexes, etc., entre les ethnies, entre les cultures, tout se vaut. Et ils le distillent par l'arme la plus puissante avec les médias, qui est le divertissement. Oui. Le soft power. Pourquoi est-ce que ce mouvement prend particulièrement de l'ampleur chez les enfants ? C'est une cible majoritaire qu'il faut atteindre ? C'est une cible non pas majoritaire en termes de... Enfin peut-être, quoique en termes de consommation, de divertissement, mais c'est surtout une cible très fertile, parce que plus on inocule cette idéologie tôt, et plus l'enfant aura l'impression que ce qu'il voit à l'image est une sorte de normalité. Donc ils essayent d'imposer une normalité qui n'est pas la normalité telle que nous la concevons. Ils essayent d'imposer leur normalité à travers des programmes pour enfants, et c'est ce qui rend ce procédé encore plus dangereux et préoccupant. On parle beaucoup d'appropriation culturelle aujourd'hui, Christopher, dans les films. Alors maintenant, aujourd'hui, il faudrait plus faire de tresses quand on est européen, parce que ce serait quelque chose qu'on prendrait à la culture africaine. Et justement, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée ces derniers temps, ça a été toute la polémique autour de Ariel, la petite sirène, qui vient d'être transformée en film par Disney. Et l'actrice qui a été choisie n'est pas une femme blanche aux cheveux roux, mais une africaine, alors qui a des dreadlocks vaguement rousse, vaguement. C'est pas hyper prépondérant, parce que c'était déjà une belle représentation de la diversité, d'ailleurs, la rousseur d'Ariel. Pourtant, les sirènes, c'est quand même un élément hyper typique des légendes européennes. Personne n'a sonné l'alarme de l'appropriation culturelle, là. C'est ça, dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas, voyez-vous, chère Floriane. Et encore, la petite sirène, qui est l'exemple que tu cites, c'est une goutte d'eau, parce que pour me mettre un peu à jour, j'ai été un peu faire des recherches. Donc déjà, la petite sirène, comme tu le dis, ça rejoint l'imaginaire mythologique européen. Donc c'est danois, la petite sirène, et c'est Andersen, c'est les contes d'Andersen.
Donc, ça, c'est où la Lorelai, etc. Et puis je rentrerai pas, j'ai vu qu'il y avait des débats aussi sur le fait que comme elle vit sous l'eau, elle peut pas avoir de la mélanine, donc elle ne peut pas... Et bon, ça c'est assez amusant, mais je préfère rester dans la destruction de l'imaginaire européen, parce que là on est en plein dedans. On a la petite sirène, comme tu l'as cité. On a aussi la fée Clochette de Peter Pan. Donc là, Peter Pan, ça nous vient d'Écosse. Et la fée Clochette est une digne représentante de la diversité. On a la fée de Pinocchio, alors ça c'est sans doute le plus... Pinocchio, c'est une drag queen, je crois. C'est une sorte de drag queen noire, chauve, c'est très curieux, alors que bon, quand on se représente une fée, c'est gracieux, c'est léger, et surtout, encore une fois, Pinocchio, c'est italien, ça appartient à notre mythologie européenne. Cendrillon aussi, alors Cendrillon, ça nous vient un peu... c'est la bonne fée, là. Oui, encore mythologique, ça vient de la Grèce antique, et ensuite ça a été fixé par Charles Perrault en France. Blanche-Neige, alors là c'est magnifique, bon à la base c'est les frères Grimm. Là on parle de Disney, mais moi avec Tueur en série, j'ai parlé récemment des Anneaux de pouvoir, donc on vient flinguer l'imaginaire de Tolkien, qui lui aussi est certes une fiction, comme tout ce qu'on vient de citer d'ailleurs, mais qui se déroule dans un cadre européen et dans un imaginaire occidental. Alors justement, Christopher, à ton avis, pourquoi est-ce que personne n'a eu l'idée dans les producteurs de cinéma ou de dessins animés ou d'animés pour enfants de remettre au goût du jour certaines légendes africaines, par exemple, pourquoi pas, et de les promouvoir ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. En fait, ces gens-là, ils ne nous vendent pas une vraie diversité. Ça ne les intéresse pas, parce que j'aurais aucun problème à ce qu'on mette en avant des légendes africaines, des princesses noires, qui sont issues de leur propre mythologie. Ça, c'est ce qu'on appelle... À part Kirikou, on n'a pas grand-chose. C'est ça, à part Kirikou, on n'a rien du tout. Carabas, ça, c'est une véritable diversité, c'est-à-dire l'imaginaire africain, l'imaginaire européen, l'imaginaire amérindien, que sais-je. Mais ces gens-là, la vraie diversité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est une sorte de melting pot, de tout mélanger, de ce brassage des cultures, qui au final donne une sorte de culture uniformisée, où on vient détruire l'imaginaire européen, on laisse de côté totalement l'imaginaire africain, parce que ça n'intéresse personne, et donc ils ne sont pas vraiment intéressés par une vraie vision de la diversité. Ces gens-là, en réalité, ce sont les pires ennemis de la diversité, la vraie. On a même eu toute une reprise dans les médias qui ont fait les choux gras de petites vidéos de petites filles noires hyper mignonnes qui sont hyper surprises de voir que Ariel est noire comme eux et tout. Finalement, est-ce que ça pose pas question, en fait, toute cette mise en valeur d'informations, tout ce parti pris des médias ? Justement, l'histoire des petites filles qui réagissent, je pense que si on leur présentait une vraie princesse africaine issue de leur propre univers et de leur propre mythologie, elles seraient ravies également. Il n'y a pas besoin d'aller détruire l'imaginaire européen pour l'offrir, parce que ces gens-là, ils se cachent beaucoup sous le nom d'inclusivité. Il faut que tout soit inclusif. Il faut que les enfants qui ont deux mamans, deux papas puissent s'identifier. Il faut que les minorités puissent s'identifier, les femmes, les féministes, les trans. Donc derrière ce terme d'inclusivité, il distille une idéologie qui pour moi est clairement malveillante. Et il faut le noter, c'est une guerre culturelle qui est menée. C'est pas une question il n'y a pas de gentils, de méchants. Ces gens-là mènent une guerre idéologique et culturelle. À nous de mener la contre-offensive culturelle. Disney, par exemple, il y a quelques décennies, c'était le patriarcat, c'était l'ordre, et c'était utilisé comme tel. Par le divertissement, on utilisait la propagande. Aujourd'hui, l'ère du temps fait que ces grandes entreprises, Disney la première, véhiculent l'idéologie du moment. C'est une guerre culturelle que nous devons mener, et en la nommant clairement. Alors tu parlais de deux papas, deux mamans. Récemment, ce qu'on a pu voir, c'est Peppa Pig, qui vient d'ajouter au casting de ces petites familles, un couple homosexuel de femmes, si je ne m'abuse. C'est une décision qui rejoint tout à fait ce que tu viens de dire, finalement. Oui, donc là, on est dans l'inclusivité. Et ce qui est encore plus dérangeant, tout à l'heure, tu as parlé de l'école. Oui, pour les tout petits. Tout à l'heure, tu as parlé de l'école, c'est que là, on est dans la sexualisation, mine de rien, parce que là, on parle de sexualité. Les familles monoparentales, les homosexuels, etc. C'est certes pour eux une identité, ce que tu veux, mais on est en train de parler de sexualité, l'air de rien, sous couvert d'inclusivité, à des enfants en bas âge. Et c'est de pire en pire. Alors justement, je rebondis sur Peppa Pig parce que comme on peut parce que t'aimes beaucoup Peppa Pig, c'est ça. Tu as été très touchée par le... Moi, je suis fan de Peppa Pig. Non, mais enfin, je peux constater que, par exemple, moi, mes filles, c'est quelque chose qui leur parle. Forcément, à l'école, les enfants ont des vêtements Peppa Pig, etc. Donc, c'est vraiment un univers qui touche. Mais ce que j'ai constaté particulièrement avec Peppa Pig, peut-être tu vas me dire si je suis trop critique, mais c'est que les dessins se sont hyper simplifiés, quoi.
Est-ce que j'exagère Non, pas du ou est-ce tout. que ça va dans le sens de tout ça? Il y a les dessins qui sont hyper simplifiés, c'est plus que des traits, des traits, gribouillages. des formes, il y a l'âne trop aussi, c'est Oui. pas terrible. À notre époque, on avait Babar, on avait Tintin, on avait Franklin même. Franklin, c'était très bien, Franklin. Là, on a un appauvrissement visuel, donc les enfants sont déjà de moins en moins capables de dessiner. Il y a des études qui ont été faites qui leur demandent de dessiner des formes humaines, et puis on a un rond avec des traits, quoi. Donc déjà, on vient flinguer cet imaginaire-là. En plus, on inocule de l'idéologie, de la sexualisation. Et ne serait-ce que le ton employé dans ces dessins animés, c'est un ton abêtissant. C'est un truc pour débiles. Les voix, ouais. Les voix, elles me font de la peine parfois terrible. Quand je tombe dessus. Et justement, qu'est-ce que c'est les dessins animés qui sont complètement incontournables selon toi? Je précise aux téléspectateurs quand même que t'es papa, donc voilà, que t'as pu ce sera mon excuse. Ce sera mon excuse c'est pas pour... que parce que t'as bien regardé ça. Ouais, donc j'ai un enfant de 8 ans et du coup, ce sera mon excuse pour parler de dessins animés. C'est quoi le top 10 tu m'as demandé de faire une petite liste. Alors, je sais pas si je les ai mis dans l'ordre. Ce qui est sûr, c'est que numéro 1, je mets le Roi Lion, bien sûr. Ouais. C'est Team Simon ou Pumba? Je suis team Simba. Voilà. Je suis team Simba. Parce Pas qu'il y a un truc très intéressant dans le Roi Lion. Enfin, déjà, j'aime beaucoup. Ça a bercé mon enfance. Je trouve que ça véhicule des valeurs incroyables. Bon, on a évidemment la monarchie, l'ordre, la hiérarchie, le destin. On a aussi le patriarcat, oh mon Dieu, quelle horreur. Et le Roi Lion, ce que je trouve amusant, c'est que les gens aujourd'hui, quand tu leur parles du Roi Lion, les gens d'aujourd'hui ne retiennent qu'une chose, c'est Hakuna Matata. Ouais. Alors qu'en fait, le Roi Lion est divisé en plusieurs phases, et tu as la phase Hakuna Matata où Simba perd de vue son destin, son identité. Et après, pour moi, la phrase la plus importante du Roi Lion, c'est pas Hakuna Matata, c'est souviens-toi qui tu es. Parce quand Mufasa lui apparaît, elle lui dit souviens-toi qui tu es, et là il reprend son statut de roi et ses devoirs, donc il rentre dans l'âge adulte. Sur le droit chemin. Ouais. Mais aujourd'hui, les adolescents actuels ne retiennent que Hakuna Matata. Donc le Roi Lion, ça c'est incontestable. Un dessin animé qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, c'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Donc, ces petits pieds. Ces petits pieds, ouais, petits pas. Par contre, c'est triste. C'est très triste. Et à l'époque, les dessins animés étaient beaucoup plus tristes qu'aujourd'hui. On préparait Bambi, les enfants à la vie. Oui, Bambi, tout ça. Aujourd'hui, on leur cache totalement tout ce qui peut être violent, tout ce, alors que c'est... Bref, Petit Dinosaure déprimant, mais génial. Les 12 travaux d'Astérix aussi, j'ai beaucoup aimé. Et puis tous les Astérix, tous les Tintins également. Un dessin animé récent que j'aime bien de chez Disney, enfin récent, c'est 2003, je crois, c'est Frères des ours. J'aime beaucoup l'univers de ce dessin animé. Et puis, alors, je suis pas du tout animé japonais. J'ai très peu de culture japonaise. Mais pour en citer un que j'ai vu, Le Tombeau des Lucioles, qui est très beau. Par contre, là aussi, extrêmement déprimant. Peut-être pas pour les plus petits. Non, peut-être pas pour les... Ça donne envie de se flinguer, ce truc. Hein. C'est comme c'est peut-être pour ça que je suis aussi pessimiste, c'est d'avoir vu autant de trucs. Et puis en bonus, vous voyez le vrai Pinocchio, entre guillemets, alors celui de Disney de l'époque, qui est génial. Rox et Rookie aussi, dans Disney, j'avais beaucoup aimé. Et puis, bon, j'avoue, certes, j'ai un enfant, mais moi, j'ai beaucoup regardé Toy Story. C'était vraiment des bons films animés de Pixar. Et là, avec le 4, ils ont totalement tout flingué parce que Woody est devenu un cuck total. Je ne sais pas si tu as suivi, mais non, je suis pas content. Je suis pas content du 4. Donc voilà pour mes conseils et mes analyses là-dessus. Et ben génial. Je vais me permettre de rajouter parce que tu l'as pas du tout cité. Je me demandais si tu connaissais. Pour les téléspectateurs, ce que je vous conseille, c'est l'excellente BD de Alix qui a été adaptée en dessin animé et qui est disponible entièrement sur YouTube. Et moi, mon dessin animé préféré qui a bercé mon enfance aussi, c'est Rouge Muraille, l'abbaye de Rouge Muraille, qui est une série de bouquins, pareil, que vous pouvez faire lire à vos enfants avant de regarder les épisodes qui sont également disponibles sur YouTube, ce qui est plus pratique et qui évite d'avoir des abonnements, même si on est d'État à en avoir malgré tout. En tout cas, merci beaucoup Christopher. Mais merci à toi, c'était un rêve pour moi de venir dans cette émission, je réalise un rêve. Pour les femmes et les enfants d'abord, c'est parfait. Ça. Et pour une fois, vous voyez, chers téléspectateurs, je reçois un papa, alors je ne veux aucune critique, s'il vous plaît, sur le fait que c'est une émission de féminisme, parce qu'il n'en est pas question, et ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, on va passer à la chronique suivante. Juste après, on parle des vêtements d'occasion. S'il y a un bon gros budget à prévoir quand on a des enfants, c'est bien celui autour des vêtements et surtout pour les bébés. En quelques mois, les tailles changent à toute vitesse, les saisons passent vite également et elles varient beaucoup. On doit trier le froid, le chaud, les vêtements d'été, d'hiver, d'automne, la demi-saison. Tout ça devient très compliqué et il faut bien sûr que les enfants soient dans des tenues qui sont adaptées aux températures, qui restent pratiques
et joli parce que esthétique est notre vision du monde. Alors, chacun ses critères, bien entendu, mais tout cela coûte tout de même une petite somme et demande beaucoup d'adaptation. Et surtout, ça ne reste que quelques mois sur le dos de vos loulous. Alors, pour les petits budgets et ceux qui veulent faire un geste pour la planète éventuellement, et leur placard, eh bien, il y a des tas de trésors d'occasion quand on sait où chercher. Et justement, aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon de mes bons plans favoris pour ne pas se ruiner et avoir des enfants en tenue chic et pratique. On commence bien entendu avec l'incontournable Vinted qui permet de chiner de tas de petites pièces et surtout qui permet ensuite de revendre vos vêtements en lot ou à la pièce. Inconvénient toutefois, il faut farfouiller beaucoup entre les vestiaires en ligne sur l'application des utilisateurs pour trouver ce qui vous plaît et ce dont vous avez vraiment besoin. Et surtout, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup de frais de port et beaucoup de colis à aller chercher aux quatre coins de chez vous, en plus d'y avoir passé beaucoup de temps. Mais toutefois, si vous cherchez une pièce bien précise, par exemple la collection Jacadi de l'année dernière, etc., ou un Liberty bien particulier, eh bien vous êtes au bon endroit et vous pouvez tenter de négocier en plus avec les vendeurs. Vinted, c'est donc le lieu pour les mamans modistes très pointues et qui ont des talents pour convaincre. Ensuite, il y a bien sûr les brocantes, les vide-greniers, Emmaüs qui vous permettront d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Mais vous allez sans doute aussi repartir avec des verres, des livres pour enfants, un nouveau manteau pour vous. Avis aux familles de chineurs toutefois qui aiment farfouiller pour trouver des bonnes affaires. Vous êtes au bon endroit quand vous êtes dans une brocante. Inconvénient également, il arrive de repartir les mains vides quand la pêche n'est pas extraordinaire. Et puis enfin, dernière possibilité et sans doute ma préférée, et je vais peut-être vous donner une superbe adresse à la fin, eh bien ce sont les petites boutiques de vêtements pour enfants d'occasion. Elles sont présentes en physique, soit dans votre quartier, soit sur Internet, on peut les trouver également. Et c'est une alternative qui est assez géniale car vous pouvez acheter et revendre vos lots de mignonneries en parfait état et ce sans prise de tête. Souvent, des ambassadrices peuvent venir chez vous pour sélectionner les pièces qui les intéressent et les racheter immédiatement. Elles s'occupent de tout à votre place, donc pas besoin de faire de photos, pas besoin de poster, pas besoin d'être le community manager de son Vinted. Et surtout, vous avez de l'espace dégagé en même temps que votre porte-monnaie est un peu regarni. Et puis par ailleurs, si vous voulez faire un plein de vêtements pour la saison suivante, eh bien, les éventuels frais de port seront très avantageux si vous passez sur Internet, puisque vous groupez tout au même endroit. Bien sûr, les vêtements sont propres, triés par taille, par saison, par genre, et vous faites vivre des petits commerces de proximité. Et puis surtout, à vous, les jolies trouvailles 2 à 3 fois moins chères que neuves. Car bon, les petits bodys à col Liberty, moi aussi j'adore, c'est très mignon. Mais à 50 € neuf, gloops. Enfin, en occasion, vous pourrez les collectionner et votre bébé sera le plus beau. Pour les friperies enfants, je vous laisse chercher dans votre quartier pour trouver les petites boutiques qui vous plairont au gré de vos balades. Mais sur Internet, voici les 2 sites que je valide vraiment personnellement. Smala, qui s'appelait auparavant Il était plusieurs fois et qui fait des vêtements de la naissance jusqu'aux 16 ans de vos enfants. C'est assez avantageux. Et il y a également le vestiaire à roulettes de 0 à 10 ans. La livraison est parfaite, garantie. Les vêtements sont bien pliés, repassés, propres. Et le colis est absolument charmant. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mets les liens de tout ce dont je vous parle dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et je conclue cette chronique en vous rappelant et en vous précisant que j'ai passé commande chez eux personnellement récemment et que je ne suis donc pas payée pour vous les conseiller. Comme chacune de mes chroniques consommation, ce sont des trouvailles personnelles. Place maintenant à la superbe sélection de livres pour vos enfants, chroniquée par Anne-Laure Blanc de Chouette un livre et Valérie Daubigny pour 1, 2, 3 loisirs. L'épopée de la forêt en 100 épisodes sous la plume de Bernard Fichou avec les illustrations de Nicole, N-I-K-O-L. Extraordinaire. Un documentaire, un grand album qui renouvelle le genre. Pourquoi ? Parce que oui, nous allons pénétrer dans la forêt, mais par 1000 biais, celui de nos pieds, qui vont prendre contact avec ce sol, les feuilles, l'humus. On va respirer, regarder, écouter. Et puis aussi, nous allons nous remémorer
des contes, des légendes, des croyances liées à la forêt. On sait bien que la forêt, elle est aussi là, au creux de nos quêtes. Eh bien, tout cela est évoqué en 100 épisodes que vous pouvez lire un par soir dans votre classe, dans votre famille, 5-6 minutes de lecture à chaque fois, c'est très bien écrit. Et puis surtout, un intérêt qui n'est pas le moindre, ce sont les cartouches au début de chaque chapitre qui commencent ainsi, résumé du chapitre précédent, où l'on a vu que, etc. Donc il y a un fil conducteur dans tout cela. Et puis, vous, adultes, qui pensiez si bien connaître la forêt, eh bien vous allez découvrir énormément de détails, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, à l'invisible, le lien entre les arbres, les champignons. Mais c'est impressionnant, j'en ai fait l'expérience, à la lecture de ce livre, eh bien, votre regard est complètement changé. C'est vraiment un travail de fond merveilleux. Un outil de transmission, il est beau, il est original, il est extrêmement réussi. Je crois que l'on peut remercier les éditions Bayard et cet auteur Bertrand Fichou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui 2 romans. Ils sont signés Karine-Marie Amiot et édités par MAM. Le premier, donc c'est une collection qui s'appelle Les Petits Héros. Donc il y a déjà 2 histoires. Le premier, c'est Tout feu, tout flamme. Je vais vous en parler plus longuement. Et le second, Mission Coquelicot. Donc ce sont des livres qui s'adressent à des jeunes lecteurs dès 8 ou 9 ans qui se passent dans la vie réelle, dans la vie d'aujourd'hui. La police de caractère est très agréable à lire. Donc même si ce sont des enfants qui lisent pas beaucoup, ils vont être pris par le dynamisme des histoires. Alors, Tout feu, tout flamme. Pourquoi ? Parce que, voilà, l'année n'a pas très bien commencé pour Théo, qui a 11 ans. C'est un petit mais sportif, il se définit comme ça. Sa famille a déménagé, elle a quitté la Provence pour Lyon. Il entre en 6e dans un collège inconnu. Il n'a pas de camarades, pas de repères. Bon. Bref, c'est un petit roman plein d'aventures, plein d'émotions, qui va faire grandir les garçons et les filles, parce qu'il y a aussi des petites jeunes filles qui sont jeunes sapeurs-pompiers. Je ne le mets pas au féminin, jeune sapeur-pompier, ça doit marcher aussi. L'auteure, Karine-Marie Amiot, elle a 8 enfants, donc elle sait capter vraiment les attitudes, les inquiétudes et le langage de ses préadolescents, et elle les met en scène vraiment de manière totalement documentée, tout en bâtissant une intrigue qui va pulser, il se passe des choses tout le temps, donc ça va vraiment maintenir les jeunes lecteurs en haleine. J'espère que certains découvriront là une vocation d'aller finalement frapper à la porte de la caserne. Donc 10 €, Tout feu, tout flamme de Karine-Marie Amiot chez MAM. Donc la collection Les Petits Héros. Le second, son petit binôme, s'appelle Mission Coquelicot. Alors là, c'est plutôt une histoire plus douce, plus tranquille, un petit peu plus, peut-être un peu plus convenue, mais qui est absolument charmante. Voilà, parce que grand-ma va sortir de l'hôpital, elle ne peut pas aller chez elle, elle va en maison de retraite, etc. Et c'est pas très drôle. Et les Philomène, Philo dans le livre, et puis son petit ami vont aller les faire rire cette grand-ma et ses bonnes amies. Et alors on a un personnage très amusant qui est Madame Henriette, la directrice, qui est vraiment revêche. En fait, elle a la trouille de tout ce qui sort des cadres. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire entrer un lapin apprivoisé, ils vont faire du jardinage surtout. Tout va se passer autour du jardinage. Et donc, cette mission Coquelicot qui va apporter des fleurs du cœur, mais des vraies fleurs aussi, aux grandes personnes âgées de cette maison de retraite. Voilà, donc Mission Coquelicot, donc Karine-Marie Amiot, 10 €, la même chose, chez MAM. Et c'est plutôt celui-ci pour les filles. Autant Tout feu, tout flamme pouvait être pour garçons et filles, autant je pense que Mission Coquelicot sera plutôt pour les petites demoiselles. Bonne lecture et à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des Femmes et des Enfants d'abord. On se quitte avec l'image du mois, ma petite trouvaille d'Instagram. Encore des trouvailles, décidément, dans cette émission. Et elle parle des bienfaits de l'allaitement pour les enfants, les parents, et la place que ça prend dans les valises quand on part en voyage avec un bébé. Enfin, je vous rassure, il reste les couches, les bodys, les chaussons, les bonnets. Cette saison, on ne peut pas passer à travers. Les combinaisons pilotes également. Tout ça prend quand même beaucoup de place, mais vous serez quand même plus léger grâce à l'allaitement.
Enfin, n'oubliez pas, bien sûr, que tous ces petits vêtements, vous pouvez les trouver d'occasion. Je vous rappelle, c'était l'objet de la précédente chronique. La vie de parents, c'est en effet toute une organisation. Alors, je vous dis à très vite sur TVL pour un nouvel épisode des Femmes et des Enfants d'abord, bien sûr. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et de me poser vos questions en commentaire et prenez bien soin de vous d'ici là. À bientôt.